Espace TV, le 22h. À Founiadou, c'est à Bardou, préfecture de Kissidougou, mais aussi à Bissikirima d'Aboula. Merci de préférer Espace TV pour vous informer. Bienvenue dans cette édition. Donc voici le sommaire. Plus de 3 tonnes d'or, le chiffre fait trembler au sommet de la Banque centrale de la République de Guinée. Pendant que des rumeurs font état de la rétention de l'ancien gouverneur de la Banque centrale en garde à vue au haut commandement de la gendarmerie nationale depuis le week-end dernier, l'avocat du partenaire belge Afrino était face à la presse ce mercredi pour donner sa version des causes du partenariat. Expliquer le contenu de la transition aux élus locaux des 5 communes de Conakry. C'est à cet exercice que le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation s'est livré ce mercredi en compagnie de la gouverneure de la ville de Conakry. Mouri Kondé et Mawasila ont invité les maires et les chefs de quartier à se mettre en ordre de bataille pour la réhabilitation des points de marché spoliés. Notre angle de ce soir nous amène au Fouta, à mi-chemin entre Timbo et Dalaba, une zone très symbolique dans l'histoire du Fouta Djallon dont les vestibules sont en disparition progressive. Mamadou Kalisso sera dans cette édition pour nous en dire en détail. Bienvenue à tous. Une fois encore, bonsoir. Depuis quelques jours, une affaire de plus de 3 tonnes d'or de la BCRG défraie la chronique dans la cité. L'avocat qui représente la société belge Afinor, qui détient un contrat de raffinage et de dépôt d'or au compte métal de la BCRG, a réagi ce mercredi à cette actualité. Maître Aboubakar Sidiki Kamara estime que la société belge mène ses activités conformément aux clauses du contrat. Idrissa Bari et Amara Alex Silla. C'est en 2015 que la Guinée, pour le raffinage de son or provenant de l'orpaillage artisanal, a décidé de trouver un partenaire fiable et crédible pour assurer cette opération. C'est ainsi que la société Afinor de droit belge a signé avec la Banque centrale de la République de Guinée un contrat administratif de raffinage et de dépôt d'or au compte de la BCRG. Il s'agit pour Afinor de raffiner chaque quantité d'or remis par la BCRG et de certifier le dit or sous le label LBMA. La société a aussi l'obligation de vendre l'or se trouvant sur le compte métal au bénéfice de la BCRG sur autorisation écrite des représentants légaux de l'institution bancaire de la République de Guinée. Afinor tient qu'on respecte les termes du contrat. On ne peut pas l'obliger à les remettre l'or physique. C'est là le problème. La quantité d'or qui fait objet de scandale est de 12,6 tonnes expédiées par des agents de la BCRG jusqu'à la raffinerie d'Afinor à Zinc en Belgique. Une quantité déjà raffinée et progressivement vendue jusqu'en avril 2020. Un stock de 3,139 tonnes invendues figure sur les relevés des 2 partenaires contractants, précise l'avocat du représentant d'Afinor en Guinée. Je vous confirme que l'or est bel et bien déposé dans une structure spécialisée au compte de la BCRG. Maintenant, si les personnes physiques maintenant disent que moi je suis le représentant de la BCRG, c'est comme ça que je souhaite que l'or soit orienté. Je suis désolé, Afinor ne se prêtera pas à ce jeu. Avec des preuves qu'il nous a brandies, l'avocat affirme qu'une délégation guinéenne conduite par l'actuel gouverneur de la BCRG, Karmo Kaba, a été reçue récemment par le PDG d'Afinor en Belgique. Le procureur général près la cour d'appel de Conakry annonce la mise en place d'une commission chargée du suivi de l'exécution des décisions de justice rendues dans le ressort de la dite cour. La décision est saluée par les magistrats qui estiment tout de même que c'est une décision administrative. Elle pourra tout faciliter le dénouement de plusieurs dossiers judiciaires. Alseni Bari, Ibrahima Dekosouma. Charles Rouet compte visiblement changer l'image de la justice guinéenne. Ce mardi, il a mis en place une commission impliquant plusieurs acteurs de la chaîne pénale, notamment des avocats généraux et substituts généraux du parquet général près la cour d'appel de Conakry, des représentants de la Chambre nationale des huissiers de Guinée,
du barreau, le haut commandement de la gendarmerie nationale, la direction générale de la police nationale, le parquet d'instance, du ressort des lieux d'exécution. Cette commission est présidée par le procureur général près la cour d'appel ou un magistrat du parquet, avec pour mission recevoir les demandes et réquisitions d'exécution, examiner la régularité des actes à l'appui des dites demandes et y donner suite, prendre les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de l'huissier chargé de l'exécution des lieux et bien faisant l'objet de l'exécution. Pour cet avocat, cette décision est purement administrative. Sinon, la loi guinéenne a tout prévu, avec les dispositions de l'article 560 du Code de procédure civile. La loi a tout réglé, mais comme nous sommes dans un pays où très souvent la justice fait l'objet, n'est-ce pas, voilà, d'instrumentalisation où il y a une certaine influence de l'exécutif dans le fonctionnement de la justice, très souvent nous assistons au fait que les jugements ou les mandats d'amener ou les mandats de comparution ne sont pas exécutés. Malgré tout, il pense que cette commission pourra faciliter l'exécution des décisions avec célérité et efficacité. Surtout, redynamiser les activités des huissiers. Cette commission va permettre de faire en sorte que les décisions de justice puissent être exécutées avec une certaine célérité. Et si c'est le cas, je pense que cela va contribuer véritablement à impulser une nouvelle dynamique au fonctionnement du système de justice en Guinée. Les huissiers, pour le moment, s'abstiennent de tout commentaire. Ils disent avoir des réserves à apporter devant Chalrouette avant toute communication. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation et la gouverneure de la ville de Conakry ont rencontré ce mercredi les maires des 5 communes de Conakry. L'objectif était de discuter avec ces élus locaux sur les ambitions du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya. Et ils ont accepté de collaborer tout en exposant les problèmes de leur circonscription. Les autorités de leur côté ont promis de répondre à leurs attentes. Le reportage est signé Justin Leno, Djibril Kabak-Kamara. Le ministre Mori Kondé et la gouverneure de Conakry dans l'application de la décision de la refondation de l'État voulue par le CNRD. À cet effet, ils ont réuni les maires des 5 communes de Conakry ce mercredi pour les associer à l'ambition des changements promis par le colonel Mamadi Doumbouya. Ces autorités administratives et ces élus locaux sont les premiers répondants de l'État dans la zone spéciale de Conakry. Donc pour nous, depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, il y a un certain nombre de réformes qui ont été engagées, qui a aussi besoin de soutien et d'accompagnement de la part de ces élus locaux. Au menu des échanges, un regard sur les opérations de déguerpissement relancées il y a quelques semaines pour donner une autre image à la capitale Conakry. Si on passe quelque part pour le déguerpissement, le chef de secteur ou bien le chef de quartier même qui est là-bas, il n'est pas au courant. Comment ça peut marcher? Mori Kondé et Mawasila ont fait des promesses, notamment pour l'implantation des marchés publics et remplacer ceux qui ont été déplacés au bord des routes, mais aussi d'autres infrastructures sociales de base dans les 5 communes de Conakry. Le maire de Matoto s'en réjouit. Chaque chef de quartier doit identifier les domaines publics à travers le maire afin que les nouvelles autorités puissent apporter leur soutien auprès des citoyens. Les autorités ont besoin des domaines pour y arriver. Un signal fort est envoyé aux chefs des quartiers qui auraient déjà vendu ces espaces. Ils seront récupérés sans doute et pourraient abriter plusieurs infrastructures. Autre actualité, le Conseil national de la transition est installé, mais jusqu'à présent, aucune date sur la durée de celle-ci. Les conseillers devront se rendre prochainement à l'intérieur du pays à la rencontre des populations à la base pour, disent-ils, expliquer leur mission et recueillir les attentes des citoyens. Certains politiques trouvent inopportune cette décision, nous dit Mamadou Sadio Baldé. Pour ces politiques, l'urgence se trouve ailleurs. Suivez. Ils vont se rencontrer avec qui? Pourquoi? Pour combien de temps? Et qui est l'initiateur de cette mission? Je pense que la raison a été évoquée lors de la rencontre qu'on a eue avec le président de la transition. Il a estimé qu'il fallait aller à la rencontre des citoyens
pour leur expliquer d'abord ce que c'est que le CNT, quelle est la mission ou quelles sont les missions du CNT, et qu'en retour, les populations nous disent ce qu'elles attendent de nous. Je pense que ce n'est pas une démarche qui est mauvaise en soi. Ça tue le temps. Oui, mais il a été précisé que cette tournée sera de très courte durée. À demi-mot, Maître Traoré révèle que le président du CNRD est l'initiateur de cette tournée. Mais au cadre de l'Union des forces démocratiques de Guinée souhaite plutôt une gestion rationnelle du temps et surtout effectuer des dépenses utiles. À mon avis, ce n'est vraiment pas opportun. Nous devons économiser du temps, économiser de l'argent, s'occuper des questions essentielles. Il ne sert à rien que des gens désignés par des entités puissent aller rencontrer les populations à la base. Il y a urgence que le CNT se mette au travail pour que nous sortions, en tout cas, de cette période transitoire. À ses yeux, une gestion rationnelle suppose que les conseillers se mettent au travail et s'attaquent aux dossiers brûlants du moment. La session inaugurale a eu lieu. Aujourd'hui, je crois qu'il y a assez de préalables. Il y a des commissions à mettre en place. Il faut peut-être prendre connaissance de ce qui existe déjà, parce que pour moi, on n'est pas en train de réinventer la Guinée. On n'est pas en train de changer fondamentalement la méthode ou les principes qui régissent la vie nationale dans notre pays. Et donc, il y a quand même des textes qui existent. Il faudrait commencer à s'en inspirer. Les conseillers s'attaqueront aux dossiers brûlants, certes, mais il faudra également se rendre à une évidence. Entre une population pressée et un CNRD qui se presse lentement, le CNT risque de se retrouver finalement entre le marteau et l'enclume. À Bessia, dans la commune de Matoto, ce mercredi matin, les femmes marchandes étaient en colère contre un certain Djabi. Elles l'accusent d'avoir amené les agents des forces de l'ordre dans la nuit de mardi pour détruire toutes leurs marchandises et supprimer leur lieu de négoce. Un fait qu'elles n'ont pas pu supporter et qu'elles ont fait savoir ce matin à travers une manifestation à Bessia. Guéné Bemba Koulibaly et Brahmasori Kamara. L'accrochage avec les forces de l'ordre a duré des minutes. Les femmes du grand marché de Bessia réclament leurs marchandises complètement détruites mardi soir, selon elles, par un certain Gabi qui aurait acheté une partie du marché. Gabi nous a trop fatigués. Il a envoyé des bandits la nuit dernière. Ils ont volé toutes nos marchandises. Les femmes du marché ne comptent pas se laisser faire. D'abord, elles estiment être celles qui ont aidé Gabi à acheter ce domaine et construire sa maison. Le fait qu'il se retourne contre elles aujourd'hui est pour les commerçants une trahison. Ibrahima Souri, qui est un commerçant à Bessia depuis 25 ans, invite les autorités à trancher. Ces jours-là, on avait dit aux sages de ne pas accepter qu'ils mettent les poteaux, ceci pour éviter les problèmes. Mais on ne nous a pas écoutés. Le président du conseil des quartiers de Bessia Marché est au courant de tout. Sur cette affaire, les femmes sont allées jusqu'à rencontrer les autorités communales. Ce matin, le maire promet de passer par la justice pour départager les protagonistes. Sous l'instruction de M. le maire, c'est d'abord faire le recensement et connaître l'état de lieu de tous les dégâts causés. Et en fonction de ça, on va peut-être formuler une certaine plainte. L'intéressé qui a fait ce dégât va répondre devant les faits. Ce conflit autour du marché ne date pas d'hier. Gabi serait la 7e personne aujourd'hui à acheter cette partie du marché, longtemps occupée par les commerçants. Autre actualité, elle est l'une des femmes guinéennes à participer à la lutte pour la libération de la Guinée du joug colonial. Mbalia Camara, enceinte, s'était fait ouvrir le ventre d'un coup de sabre le 9 février 1955 par David Silla, un chef de canton corrompu pour avoir résisté au trucage d'élections. Le Parti démocratique de Guinée et du Rassemblement démocratique africain ne veut pas passer sous silence cette histoire tragique qui s'est déroulée un mois de février. Un pan de l'histoire du PDG RDA, des tumultes du peuple de Guinée. C'est le récit de Djibril Ba et Aboubakar Kekebangora. Le Parti démocratique de Guinée revisite le passé de Mbalia Camara. Issue d'une famille paysanne, elle milite très vite au sein du Rassemblement démocratique africain de Sékou Touré
qui lutte contre la colonisation française. La femme exerçait des fonctions exécutives au sein de la sous-section RDA dans la ville de Tondon, à 180 km de Conakry. Contre l'injustice que constitue le trucage d'élections législatives, les membres du RDA à Tondon avaient constitué une sorte de système de gouvernance parallèle à celle des chefs de canton, considérés comme des cipeaux du pouvoir colonial. Pour résister au pouvoir de ces derniers, les membres du RDA ont décidé de payer leurs impôts directement au commandant de cercle. La suite, un accrochage entre le chef de canton et la population, Mbalia tenait la dragée haute du mouvement. C'était la réclamation de l'impôt. Et cet impôt était réclamé 2 fois dans l'année. On dit 1 poulet par le commandant d'arrondissement. Le commissaire qui vient te dira qu'on a demandé 5 poulets. C'est-à-dire les 4 seront pour lui. Et celui qui l'envoie peut dire 7 ou 8 poulets. Ainsi de suite. L'exploitation abusive de la population. C'est ce qui a révolté les femmes. Mbalia succombe à ses blessures. Depuis, elle est considérée comme une martyre de l'indépendance guinéenne. Elle a succombé d'abord par la blessure, par l'intervention chirurgicale qu'elle a subie. Elle n'a pas pu relever ces différentes blessures-là. Et elle a succombé seulement le 12 février. Nous n'avons pas regardé le jour du décès. Nous sommes allés de la cause à l'effet. Loin d'affaiblir l'ardeur des combattants pour la liberté, cette mort tragique en février 1955 allait servir de catalyseur à leur révolte qui allait culminer à l'indépendance du pays 3 ans plus tard, la première d'Afrique de l'Ouest francophone. Le combat de Mbalia, c'était un combat pour l'indépendance. N'oubliez pas, mon fils, que avant l'indépendance, la femme était l'esclave de l'esclave. L'histoire de Mbalia Camara, comme de nombreuses combattantes pour la cause féminine, est mise aux oubliettes. Le parti de Sékou Touré, lui, ne les oublie pas. Il pense aussi aux femmes comme Jeanne-Martin Cissé ou encore Hadiama Fori Bangora. La division semble désormais effective au sein du Front national pour la défense de la Constitution. Ce mercredi, quelques antennes locales du Front se sont désolidarisées des antennes ayant désavoué le bureau dirigé par Oumar Sila Fonike Mengue. Cette autre frange du FNDC dit reconnaître Fonike Mengue comme seul et unique coordinateur du Front. Elle a qualifié les protestateurs d'usurpateurs des titres ayant pour mission de détruire le FNDC. Elle les a également mis en garde contre toute prise de parole au nom du FNDC. Suivez le porte-parole de ces antennes au micro de André Mossier Milimouno et Aliouba. Ce groupe de jeunes qui a estimé qu'il ne peut plus continuer avec nous, nous avons à notre tour décidé de nous éloigner de ces jeunes et de rester derrière la décision de la coordination nationale de continuer le combat pour un retour à l'ordre constitutionnel. Les antennes du FNDC décident de démettre de leurs fonctions ce groupe de jeunes sous peine d'être poursuivis pour usurpation de titres devant la justice. Nous les invitons à s'abstenir de l'utilisation des antennes dans leur communication sous peine d'être poursuivis. Nous invitons les citoyens pro-démocratie à rester derrière le général Fonike Mengue, coordinateur national du FNDC, pour la poursuite du combat citoyen jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel à travers l'élection d'un président civil. Leurs efforts n'ont pas été vains. C'est donc à juste raison que les membres fondateurs du syndicat des professionnels de la presse en Guinée ont été gratifiés ce mercredi. Une cérémonie mise à profit pour annoncer de nouveaux points de vente des cartes de membres du SPPG. Mohamed Valek Touré, Aliouba. C'est une cérémonie de reconnaissance aux membres fondateurs du syndicat des professionnels de la presse de Guinée, SPPG, mais aussi annoncer de nouveaux points de vente des cartes de membres ainsi que le bilan à mi-parcours des missions de renouvellement des antennes régionales du SPPG. Contrairement aux années précédentes, pour cette nouvelle année, seuls les détenteurs de la carte de membre du SPPG deviennent également membres de la Fédération internationale des journalistes, selon le SPPG. Nous allons parler de l'actualité SPPG qui est dominée présentement par la suite de nos missions de renouvellement des antennes régionales à l'intérieur du pays.
Vous savez, après notre élection le 25 mai dernier, ici même, dans cette salle, on s'est dit que le bureau national était dans les normes. Mais il ne sert à rien que la tête soit dans les normes et que les pieds soient dans l'illégalité. On s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser les antennes aussi, leur mandat expirer. Il fallait chercher à renouveler les antennes. La carte de membre est vendue à 15 000 francs guinéens. Le SPPG invite donc les employés de médias d'adhérer au SPPG pour bénéficier de sa défense en cas de problème dans l'exercice du métier. Nous allons demander à l'ensemble des employés et des journalistes, j'allais dire, et journalistes comme techniciens, d'accompagner le syndicat de la presse. Nous sommes très heureux de constater les adhésions un peu partout, puisque l'ancienne équipe, nous avons conduit la convention jusqu'à 80%. Il ne reste que certainement 20% pour aller vers la signature de cette convention collective. En tant que point focal de la Fédération internationale des journalistes en Guinée, le SPPG partage désormais sa base de données avec ce grand leader du mouvement syndical qui marque particulièrement le monde des médias au niveau international. Pour la circonstance, certains membres fondateurs du mouvement ont reçu chacun des satisfecit en guise de reconnaissance de leur engagement durant leur passage à la tête du syndicat des professionnels de la presse en Guinée. La pêche, un des secteurs clés de l'économie guinéenne, au port artisanal de Boulbinet, ils sont nombreux, ces pêcheurs artisanaux qui pratiquent le métier de façon vraiment artisanale. Aujourd'hui, le manque de moteurs de pêche et d'autres matériels risque de freiner leur activité. Bernard Koundouno, Alseni Camara ont fait un tour au port de Boulbinet pour savoir ce qui s'y passe. Suivez. C'est l'une des couches qui s'intéresse moins aux activités politiques en Guinée. Les pêcheurs artisanaux ont toujours réclamé l'amélioration de leurs conditions de travail aux différents gouvernements passés et parfois ces appels leur sont favorables. Depuis le changement de régime, ces acteurs se disent de plus en plus oubliés par les nouvelles autorités et pourtant ils disent être confrontés à d'énormes difficultés, notamment celles liées aux outils de travail. Le secteur de la pêche artisanale a un problème sérieux des machines. Nous n'avons pas de machines aujourd'hui. Si nous n'avons pas de machines, ça nous fait un sérieux problème dans le secteur de la pêche. Parce qu'on ne peut pas pêcher avec les barques là sans les moteurs hors bord. C'est vrai. Et on lance l'appel aux autorités en place pour que vraiment ils arrivent à nous aider. Récemment, le gouvernement avait annoncé l'interdiction dans 3 mois de l'utilisation des filets monofilaments dans les eaux guinéennes. La décision est bien accueillie, sauf que ces artisans sollicitent l'accompagnement des autorités pour son application. Nous ne pouvons pas dire le contraire. Ce sont les autorités. S'ils interdisent ces filets, nous aimerions qu'ils nous aident à avoir de la bonne qualité, car c'est la seule activité qui nous fait vivre. Comme toujours, ils tendent la main aux nouvelles autorités afin de sauver le secteur. Le président n'a qu'à nous aider. Tu vois, il y a assez de pirogues derrière moi. Qu'il nous aide à avoir des machines. Ces artisans sont bien organisés en coopérative, une façon de mieux effectuer le travail en haute mer. Direction à présent Sangerdi, précisément à Parawil, une localité située à 85 km de la préfecture de Boké. Là-bas, le CECID a organisé une journée de dialogue avec les femmes, une façon de permettre à celles-ci d'exprimer leurs souffrances causées par les activités minières. Au terme de la concertation, ces femmes se disent être sérieusement affectées par les mines. Le compte-rendu est signé Mamadou Pété Diallo et Aïssatou Kesso Diallo, Salifou Lifo Sissé. Dialoguer pour permettre aux femmes d'exprimer leur peine face aux activités minières, c'est l'objectif de cette journée de dialogue initiée par CECID Guinée.
Il s'agit également de faire l'état des lieux pour faire une contextualisation sur avant et pendant les mines dans cette localité. Ce dialogue permet aux femmes de se prononcer sur la façon dont elles vivaient avec la nature avant l'implantation de ces sociétés minières et ce qu'elles vivent présentement avec la proximité des mines, des activités extractivistes, et aussi inciter les femmes en tant que population impactée à exprimer leur vision d'un monde auquel elles aspirent, c'est-à-dire un monde futur, comme elles voudraient que dans un avenir proche, comme elles voudraient que les communautés soient. Elles sont une dizaine de sociétés qui exploitent les mines dans la préfecture de Boké. Une exploitation qui ne reste pas sans conséquences sur les activités des femmes dans les localités impactées par les travaux miniers. De la couverture végétale jusqu'au rendement agricole, elles disent avoir constaté d'énormes pertes. Avant, on vivait paisiblement avec nos terres. On ne connaissait pas la souffrance. Mais depuis l'implantation des sociétés minières chez nous, on a tout perdu. Nos arbres ne donnent plus. C'est ici qu'on a connu nos parents. Et c'est ici qu'ils nous ont laissés. Et s'ils détruisent tout ce qu'on a, on ne sait plus comment faire. Qu'ils nous aident. Face à ces impacts considérables, les organisateurs n'ont pas manqué de signifier à l'État sa responsabilité face à la menace qui guette les femmes. C'est dans ce sens que la représentante de ces sites dans la région de Boké a fait une invite aux autorités du pays pour établir les femmes dans leurs droits. Aujourd'hui, je profite de l'occasion de cette journée de dialogue des femmes, toutefois en demandant à l'autorité guinéenne de faire face et de regarder ces femmes, toutefois en les rétablissant sur leurs droits. Restons toujours dans le Kakandé pour dire que la journée mondiale de la lutte contre les mutilations génitales féminines a été célébrée dans la sous-préfecture de Kamsar par l'ONG AJDEF en partenariat avec l'association des jeunes filles engagées pour la cause féminine FEF. Objectif, lutter efficacement contre cette pratique qui a des complications dans la vie des jeunes filles et femmes et qui cause parfois leur mort. Elle a mobilisé toutes les couches féminines dans tous les domaines ainsi que les représentants de la section de l'EPROGEM. Reportage Fatoumata Bailaouba, Aïssatou Kesso Diallo, Salifou Lifo Sissé. Cette assistance justice aux droits des enfants et femmes, en partenariat avec l'association des jeunes filles pour la cause féminine de Kamsar, a mobilisé la couche juvénile afin de sensibiliser les familles et les communautés pour mettre fin à cette pratique. Nous militons en faveur des droits des jeunes filles. À notre manière, on a essayé d'organiser une activité de plaidoyer et de sensibilisation contre les mutilations génitales féminines. Pour la circonstance, la représentante de la section de l'OPROGEM et cette sage-femme se réjouissent et encouragent l'effort des partenaires financiers de l'ONG AJDEF. Avec la venue des ONG et les partenaires qui soutiennent ces ONG pour le droit des enfants et les femmes, et vraiment, je suis très ravie qu'un tel événement se passe avec de l'ampleur comme ça. On rencontre beaucoup de difficultés avec plein de petites filles, avec des femmes en état d'infertilité. Donc j'encourage vraiment les filles, les femmes, les parents, surtout les hommes. C'est à travers les messages de plaidoirie des tout-petits, des poésies, des slams et du théâtre que cette cérémonie de lutte contre l'excision s'est déroulée. Vouloir faire cette sensibilisation, ça fut un grand plaisir, puisque les élèves, les enfants, les mamans étaient là pour nous soutenir. Donc je dis un grand merci. Avec l'implication des services à tous les niveaux, Fatou Koumbassa, chargée des relations communautaires à l'hôpital Anaïma de Kamsar, lance un appel à tous les parents afin de rétablir les femmes dans leurs droits. Nous souhaiterons que les parents comprennent que la mutilation génitale n'est vraiment pas bon pour une fille. Un clin d'œil à présent sur le continent. Cela fait un mois depuis que la CEDEAO a pris des sanctions draconiennes contre le Mali. Fermeture des frontières, gel de leurs avoirs dans la BCEAO. Ces sanctions ont eu peu d'impact sur le quotidien des Maliens. Quant aux forces armées maliennes, elles font de percées significatives au centre et au nord du pays contre les terroristes. Mamadou Kalisso, Mohamed Silla.
les forces armées maliennes multiplient les victoires sur les terroristes au nord et au centre du pays. Le dernier coup d'éclat remonte au dimanche dernier. Les FAMA ont libéré Farabougou, une localité de près de 3000 habitants assiégée par des terroristes depuis octobre 2020. Ce qui symbolisait l'impuissance des forces armées maliennes à sécuriser son territoire. Entre le 1er et le 6 février, l'armée malienne, appuyée par la coalition internationale, a neutralisé une trentaine de terroristes. Des équipements et composants pour la fabrication d'engins explosifs improvisés ont été également saisis. L'opération s'est déroulée dans la zone dite des 3 frontières. Depuis un certain temps, ils sont neutralisés, en tout cas dans les environs de Bamako, aussi bien que dans la région de Ségou et même aussi à Mopti. Donc aujourd'hui, le peuple malien voit en tout cas de façon positive l'amélioration de leurs conditions de sécurité, et c'est pour cela que nous tenons en tout cas à ce que ces autorités soient maintenues jusqu'à l'établissement de la sécurité sur en tout cas l'étendue du territoire. Depuis un mois, le Mali est sous sanction de la CEDEAO, un embargo qui a eu peu d'effet sur le quotidien des Maliens selon le Haut Conseil des Maliens en Guinée. Pour le moment, le prix des denrées alimentaires reste intact. Le Mali étant un pays agro-pastoral, joue aussi en sa faveur dans cette période difficile, poursuit-il. La sanction aujourd'hui touche plus 2 secteurs. Les opérateurs économiques ayant des marchandises qui sont déjà au port de Dakar ou au port de Conakry qui sont bloqués, et aussi la saisie, le blocage des fonds du Mali, les fonds du gouvernement au niveau de la Banque centrale. Ces derniers temps, les crimes crapuleux, les atrocités et autres attaques contre les populations du centre et nord du Mali ont considérablement baissé. Ceci est sans doute le résultat des opérations menées par les FAMA et la coalition internationale, notamment les Russes. Amadou Kalisso, merci pour ce récit. À présent, place à notre angle. Le retour de Timbo, Mamadou Kalisso nous fait découvrir la termitière vénérée, la haie de pierre appelée Nguérou en Pulaar. Mais aussi la toute première mosquée du Fouta Djallon construite vers 1716 à Timbo, Dalaba, localité située à 10 km de la sous-préfecture de Timbo. De ce monument historique du Fouta Djallon, il ne reste plus que des piliers et une pierre sur laquelle est mentionné le nom de l'un des fondateurs de la mosquée. Suivez. Timbo Dalaba, c'est la contraction des noms Timbo et Dalaba. Dalaba qui veut dire en langue maninka, grand lac. Selon les historiens, cette localité était entourée par des lacs. Les sacrifices et prières des premiers érudits qui ont investi les lieux ont contribué à leur disparition progressive. Cette localité historique, située à 10 km de la sous-préfecture de Timbo, abrite une mosquée historique. La toute première, construite au Fouta Djallon vers 1716, soit 9 ans avant la bataille de Talansan et 10 ans avant la mosquée de Timbo. Elle a été construite par Fodé Aboubakar Fadiga et les frères Fodé Ousmane et Fodé Isiaga Sissé. Selon les informations collectées sur place, le plan de cette mosquée vient de Tombouctou, au Mali. De ce grand monument de l'histoire islamique du Fouta Djallon, il ne reste plus que quelques vestiges. C'est plié. À l'intérieur de la mosquée, il y en avait 9, représentant le 9 divers du Fouta Djallon. Cette brique, sur laquelle est écrit Aboubakar, le nom de l'un des fondateurs de la mosquée, est l'un des rares vestiges sauvés de la première mosquée du Fouta Djallon. C'est une preuve de l'histoire, soi-disant que la mosquée de Timbo Dalaba, c'est la première mosquée de Fouta Djallon. C'est la première mosquée de Fouta Djallon. C'est l'une des preuves. Parce que j'espère bien, de la Guinée à Fouta Djallon ici, jusqu'à Tombouctou, c'est plus de 1000 kilos. S'il y avait une mosquée ici,
J'espère que le parent n'aura pas partir jusqu'à Tombouctou à pied pour aller chercher plan d'une mosquée pour venir implanter ça dans notre localité. En 2015, ce bâtiment historique a été démoli, remplacé par celle-ci, d'une capacité de 250 places, entièrement financée par les ressortissants de Timbo Dalaba. Ici, 9 familles, Peul et Malinké, réparties en 2 tribus, Tronkala et Fodéa, vivent en parfaite harmonie depuis des siècles. À quelques kilomètres de là, cette termitière, on l'appelle Kahormorde en poulard, c'est-à-dire un lieu vénéré. Ce lieu saint et symbolique est aujourd'hui abandonné, envahi par la flore. Il risque tout simplement de disparaître si rien n'est fait. Les érudits se sont dit, tu es à Dalaba, moi je suis à Timbo. Mais entre nous, il y a des mécréants. Trouvons les voies et moyens pour les convertir à l'islam. Chacun d'eux a fait la prière de l'aube chez lui. Ils se sont rencontrés au niveau de cette termitière. Ils ont imploré Dieu et leur vœu a été exaucé. La suite de l'histoire nous a été racontée par El Haj Mahmoud Fadiga. Nous l'avons rencontré à Bourouil. Selon lui, après la bataille de Talansan, qui marque la victoire des musulmans sur les païens, Karamoko Alpha, un bon stratège, a réussi à fédérer toutes les communautés vivant au Fouta Djallon. Nous explique ce grand chercheur sur l'histoire du Fouta Djallon. De ses premiers habitants à l'arrivée de l'islam, des Peuls, les guerres saintes et l'implantation du Fouta théocratique. Karamoko Alpha a usé d'une grande stratégie pour fédérer les Sarakolés et les autres communautés du Fouta. Il a éliminé toute barrière entre Peul et Malinké. Pour preuve, l'imama, égorger les bêtes lors des cérémonies et renommer les lieux étaient confiés aux Malinké. Selon lui, ceux qui cherchent actuellement à opposer les communautés Peul et Malinké sont des ignorants de l'histoire. C'est un égarement, c'est méconnaître l'histoire. Sinon, toutes les communautés pouvaient se disputer, s'affronter, mais pas les Peuls et les Malinké. Ici, toutes les familles sont métissées. Les résultats de mes recherches au Fouta montrent que près de 40% des Peuls du Fouta Djallon sont issus du brassage avec les Malinké. Il existe de nombreux villages au Fouta actuellement où les habitants ne parlent que le poulard. Mais des années auparavant, ils étaient tous Malinké et parlaient le Maninka, tellement le brassage a pris une proportion importante. Après la victoire des musulmans sur les animistes, c'est ici, dans cette haie de pierre, appelée Ngeru en poulard, que les vainqueurs se sont réunis pour se jurer fidélité, fraternité et amour. Des pactes avaient été également scellés. Par exemple, la pose de la première pierre de toute mosquée au Fouta Djallon doit être faite par les citoyens de Timbo Dalaba. Un pacte appliqué à la lettre jusqu'à nos jours. Place à présent à notre rubrique Publi Reportage. Quant à moi, je vous dis merci de l'attention. Merci également à Boubacar Foté Souma, Lia Kamara Sokra, Kadiatou Touré. Merci à Saliou Ba, Mamadou Saliou Ba pour la réalisation, Rosaline Gotomonimou. On se retrouve pour la suite de nos programmes sur Espace TV. Au revoir. Voici l'image que présente aujourd'hui l'école primaire de Matam Lido 1. Elle a été construite pendant le premier régime en 1961. Ici, la dégradation et le manque criard de mobilier ont entraîné la fermeture des salles de classe et les 333 élèves de cette école ont dû être réaffectés dans d'autres établissements qui sont aussi en sureffectif. Pour redonner le sourire aux élèves, encadreurs et parents d'élèves, l'ONG Dépage, en partenariat avec l'ambassade du Japon en Guinée,
a procédé à la pose de la première pierre du projet de reconstruction de la dite école. Sans éducation, pas de développement. Donc, comme ça fait partie de nos objectifs, nous avons pensé que nous devons aider ces enfants qui, depuis plus de 2 ans, n'étudient plus dans leur école. La Guinée entretient de bons rapports avec le Japon. Cette collaboration permettra de changer l'image de cet établissement. Le don accordé par le Japon d'un montant près de 826 millions de francs guinéens va permettre de construire un bâtiment, 3 salles de classe et une direction, ainsi que 12e bâtiment de 4 salles. Il fournira également le mobilier nécessaire ainsi que la réalisation de châteaux d'eau. Toutes les parties prenantes de cette commune rassurent de leur mobilisation pour la réussite de ce projet. Au regard de l'état de vétusté poussé de notre école, nous ne pourrions passer sous silence sans dire un grand merci à l'ONG DEPAGE. L'inspection communale, à mon nom, s'engage à contribuer à un meilleur entretien de cet édifice et le fournir d'un personnel enseignant qualifié, engagé pour la cause des enfants. Les travaux de reconstruction s'étendent sur 7 mois. Une école primaire dans le village de Malassi à Koya va être aussi reconstruite avec le même partenaire dans le cadre de cette initiative. À Tembaya, c'est la fin du calvaire pour les populations longtemps confrontées à un problème d'eau potable. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD vient de mettre à la disposition de la localité un forage équipé de pompage solaire. Lors de la visite de supervision, nous avons eu des entretiens avec la population qui a manifesté vraiment ce besoin compte tenu de l'accroissement de la population qui est aujourd'hui de l'ordre de 4500. Ça correspond également donc à nos objectifs et donc nous avons pris les dispositions nécessaires pour la réalisation donc de ce forage. Avec une population estimée à plus de 4000 habitants, la problématique de l'eau potable se posait avec acuité ces dernières années à Tembaya. Satisfait de l'appui de l'institution, le maire de Frigagbe n'a pas caché sa joie. Car selon lui, cet apport du PNUD vient résoudre un de leurs problèmes. Les sentiments sont des sentiments de joie pour toute la population de Frigagbe et particulièrement celle de Tembaya qui était confrontée à un problème d'eau. Puisqu'on vient de dire tout de suite, là, pour une population de 4500 habitants, il n'y avait qu'un seul forage. Donc ce forage vient à point nommé pour résoudre les difficultés de notre localité. Le forage a coûté 200 millions de francs guinéens à l'Agence des Nations Unies. Le préfet de Kindi, présent à la cérémonie inaugurale de cette adduction d'eau potable, a exprimé toute sa reconnaissance aux donateurs. La réalisation de cette promesse. Donc nous leur disons merci. Encore merci, merci au PNUD. Nous savons que nous sommes accompagnés par le PNUD. Et le PNUD est aux côtés du gouvernement guinéen. Au nom de Monsieur le Président du CNRD, nous leur disons merci. Et nous sommes encore heureux. Les bénéficiaires ravis de ce geste ont mis l'occasion à profit pour attirer l'attention du partenaire sur d'autres préoccupations dans la localité. L'augmentation de la superficie de la forêt classée, la construction d'un poste de santé, la réalisation d'une maison des jeunes, appui aux agriculteurs, l'électrification du village. Une commission chargée de s'occuper de l'entretien du forage a été mise en place par les responsables de la localité.